Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 17 juin, je vous propose de revenir tout d'abord sur la conférence des Nations Unies sur l'océan qui s'est tenue la semaine dernière à Nice pour évoquer les avancées concernant la région du Pacifique. On s'intéressera ensuite à un rapport d'une ONG sur le travail forcé des Ouïghours dans la province chinoise du Xinjiang en lien avec la production de minéraux critiques en Chine. Et on restera en Chine pour évoquer la condamnation de 2 responsables religieux tibétains impliqués dans des manifestations pacifiques qui se sont tenues l'année dernière pour s'opposer à un projet hydraulique dans une région tibétaine de la province du Sichuan. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Nouvelle-Zélande pour évoquer les ambitions du pays en matière de tourisme. La conférence des Nations Unies sur l'océan s'est achevée vendredi dernier à Nice après 5 jours de discussions auxquelles ont participé plus de 60 chefs d'État et de gouvernement. L'événement, qui était co-organisé par la France et le Costa Rica, a notamment été marqué par le plaidoyer en faveur de la ratification d'un traité sur la haute mer pour protéger la biodiversité marine dans les eaux internationales. Un traité qui a été signé en 2023. Finalement, 19 nouveaux pays ont ratifié le traité la semaine dernière, portant le nombre de ratifications à 50, une avancée encourageante mais insuffisante pour passer la barre des 60 ratifications nécessaires pour l'entrée en vigueur du traité. L'Indonésie et la Banque mondiale ont lancé une obligation corail pour contribuer au financement de la conservation des récifs coralliens dans l'archipel, et le Premier ministre des îles Cook, Mark Brown, a annoncé de son côté une zone de protection de plus de 400 000 km² pour protéger un couloir de migration des baleines à bosse d'Océanie, une espèce marine en danger d'extinction. Le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, a quant à lui confirmé la création de la plus grande aire marine protégée en Polynésie française, une zone qui représente presque la totalité de la zone économique exclusive du territoire, à savoir 4,55 millions de km², soit 7% de la surface totale des océans. Cette interdiction de toute activité dans la zone laissera tout de même 22 000 km² de zones ouvertes à la pêche artisanale. Enfin, ont également fait l'objet de débats le sujet de la pollution plastique, mais aussi celui de l'exploitation minière des fonds marins, malgré le fait que ce dernier n'avait pas été inscrit à l'ordre du jour des discussions. Mais l'éruption du sujet dans les débats s'inscrit dans un contexte particulier avec la signature, il y a plusieurs semaines, d'un décret américain pour accélérer le processus d'exploration et d'exploitation des minerais des fonds marins, tout en contournant le droit international. Un rapport publié le 10 juin par Global Rights Compliance, une ONG de protection des droits de l'homme basée à La Haye, établit un lien entre les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques et le travail forcé des Ouïghours, organisé par l'État chinois dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, dans l'est du pays. Le rapport indique que la Chine domine les chaînes d'approvisionnement pour 30 des 44 minéraux critiques, tels qu'ils sont définis par le gouvernement américain. Ces minéraux, qui sont indispensables pour la production des technologies modernes, mais dont l'approvisionnement est vulnérable, comprennent les terres rares, mais aussi des minéraux tels que le lithium, le cobalt ou encore le nickel. Le rapport explique qu'au cours des 10 dernières années, le gouvernement chinois a considérablement étendu l'exploration, l'extraction minière et le traitement de ces minéraux critiques dans la région du Xinjiang, qui est devenu un centre attractif en partie basé sur des programmes de transfert de main-d'œuvre et de travail forcé de la population ouïghour, mais aussi d'autres minorités ethniques turcophones menées par l'État chinois. Le document alerte aussi sur ce modèle qui subventionne les producteurs chinois en permettant de réduire les coûts de production grâce au travail forcé, alimentant ainsi la répression dans le territoire, la séparation forcée des familles et la rééducation avec des guillemets de la population, ainsi que l'expropriation et la destruction des communautés locales.
L'organisation par les autorités chinoises du travail forcé, qui du reste est attestée depuis de nombreuses années dans cette région du Xinjiang notamment, est liée selon le rapport à des grands producteurs chinois de 4 minéraux critiques, à savoir le titanium, le lithium, le beryllium et le magnésium. Le document retrace aussi les liens qui existent au sein des chaînes d'approvisionnement entre les producteurs chinois et les entreprises internationales, dans des domaines variés tels que la peinture, la production de thermos, l'aérospatiale ou encore la défense et les composants divers. Enfin, le rapport évoque aussi les risques environnementaux puisque la principale source d'énergie utilisée pour extraire ces minéraux est le charbon et que l'extraction se fait sans respect des normes environnementales internationales. Le média américain Radio Free Asia a rapporté que 2 responsables du monastère bouddhiste tibétain de Yena avaient été condamnés à 3 et 4 ans de prison pour s'être opposés à un projet hydroélectrique impliquant la submersion de plusieurs villages et de plusieurs monastères tibétains. Radio Free Asia, qui opère à régime réduit depuis une décision de l'administration Trump, cite 2 sources anonymes qui ont indiqué que les 2 hommes avaient été condamnés suite à leur rôle dans les manifestations pacifiques de 2024 contre le projet de barrage de Gangtuo. Selon les sources, l'un des 2 hommes condamnés, qui est l'administrateur du monastère, est en état critique après avoir été torturé en détention et a été transféré vers une unité de soins intensifs dans un hôpital de Chengdu. L'autre condamné est l'abbé du monastère, situé dans le comté de Dege, dans la commune de Wangbudin, dans la préfecture autonome du Tibet de Khartz, qui dépend de la province du Sichuan. L'ONG International Campaign for Tibet indique que le projet nécessite le déplacement de 10 000 Tibétains et la submersion de plusieurs villages et monastères vieux de plusieurs centaines d'années et qui constituent donc un patrimoine culturel et religieux précieux. L'un des monastères concernés, le monastère de Kardo par exemple, a été fondé au 8e siècle avant d'être détruit pendant la Révolution culturelle, mais d'être reconstruit ensuite dans les années 80. Radio Free Asia rappelle que les 2 moines font partie des quelques 1000 manifestants arrêtés lors des manifestations de février 2024, précisant que de nombreux cas de violences physiques avaient été recensés sur les manifestants interpellés et que la plupart avaient été libérés dans le courant du mois suivant. Le média américain indique aussi qu'après les manifestations, la zone qui comprend les 2 côtés de la rivière Drichu a été placée sous une surveillance accrue avec des checkpoints installés à la frontière entre la zone tibétaine du Sichuan et la région autonome du Tibet, contrôlant ainsi les entrées et les sorties des habitants et empêchant pratiquement les 4000 habitants des villages de la commune de Wangbuding de sortir de la zone. Le gouvernement néo-zélandais a dévoilé un plan qui ambitionne de doubler les revenus générés par le tourisme d'ici 2034. Le média néo-zélandais Radio New Zealand a indiqué que le gouvernement veut atteindre les 19,8 millions de dollars néo-zélandais de revenus liés au tourisme et porter le nombre de visites de touristes étrangers à 4,78 millions par an d'ici 2034. Citée par Radio New Zealand, la ministre du Tourisme et de l'Hospitalité de la Nouvelle-Zélande, Louise Upston, a déclaré que 35 millions de dollars seraient investis dans la première phase du plan, qui prévoit d'abord de rattraper d'ici l'année prochaine le niveau pré-Covid de 2019 en matière de touristes étrangers, à savoir 3,89 millions de visites par an. Ce budget comprend des projets visant à rendre le pays plus attractif, avec notamment 13,5 millions de dollars néo-zélandais alloués à la publicité à l'international, en ciblant avant tout les principaux marchés de la Nouvelle-Zélande, mais aussi des marchés émergents, à savoir l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est, pour lesquels la publicité sera financée à hauteur de 6 millions de dollars néo-zélandais sur cette année et l'année prochaine. La Nouvelle-Zélande mise aussi sur l'augmentation du nombre d'événements commerciaux organisés en Nouvelle-Zélande, une autre source de revenus liée aux visites internationales. La ministre a assuré que le gouvernement allait soutenir les lieux touristiques qui ont déjà du mal à accueillir le nombre actuel de touristes, une inquiétude constante des acteurs locaux du secteur qui se plaignent du manque d'infrastructures notamment. On peut aussi rappeler que le montant de la taxe touristique, payée à l'entrée sur le territoire néo-zélandais par les touristes internationaux titulaires de visas touristiques, a triplé en octobre 2024
passant de 35 $ à 100 $ néo-zélandais, soit 52 €. Une taxe qui sert à financer un fonds de conservation de la nature ainsi que les infrastructures touristiques, tout en contribuant au service public. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.